General Rob Baker. Over the last 11 years, that these transnational threats exceed the ability of any one nation to defeat. And it's only when you can collaborate and work together in coalition that you can defeat this kind of threat. We want to be the security partner of choice for all of the East African militaries. And how what they're doing supports the security of our nation and the security of American citizens in the region. Je suis venu vous dire en quelques mots qu'il n'y a pas une théorie du complot. Il y a une lutte de géostratégie dont l'Afrique sera l'objet et qui a déjà commencé. Le meilleur exemple, c'est l'exemple de cette base. Cette base a été installée à Stuttgart. Et je vais aller à Stuttgart dans quelques heures après cet événement pour dire, comme j'essaie de convaincre les parlementaires allemands, aux gens qui sont dans cette base, qu'il ne faut pas qu'ils déménagent en Afrique et surtout qu'ils n'ont rien à faire ici. Cette base viole l'article 25 et 26 de la Constitution allemande, qui stipule clairement que le sol allemand ne doit pas être utilisé pour perpétrer des actions à caractère agressif dans d'autres pays. Il n'y a eu aucune consultation du Parlement allemand pour l'établissement de cette base ici. Pour la première fois, grâce à nos efforts, 30 questions ont été soumises par le caucus du groupe Linke au Parlement qui est en train d'achever. Et pour la première fois, les autorités de ces pays vont devoir répondre de la nécessité d'utiliser le sol allemand pour l'utilisation de drones, d'actions militaires et militaristes sur le continent africain. Le système capitaliste est rentré dans une crise profonde, capitalisme en crise du capitalisme, et dans le cas de l'Afrique, cela se traduit par l'échec du néolibéralisme. Pendant les 30 dernières années, on a déstructuré les États, c'est-à-dire qu'on a enlevé les espaces de souveraineté en dénationalisant, en libéralisant. Ceci est d'autant plus important que ces rares espaces de souveraineté, l'éducation, la santé, les infrastructures, qui étaient déjà embryonnaires au sortir des indépendances négociées, étaient fragiles. Encore plus grave, la plupart de nos élites, souvent cooptées par l'impérialisme, n'ont pas géré normalement, tel que l'aurait dû l'être, cette fragile souveraineté. C'est ce qui explique que durant toute la période des années 90, les pays africains ont vu un phénomène assez paradoxal, un taux de croissance toujours plus élevé, toujours plus de ressources et de matières naturelles qui sortent de leur continent, et un écart grandissant entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Ceci n'est pas typique de l'Afrique. En réalité, le monde entier est très mal redistribué. Si vous regardez le patrimoine mondial des ménages, vous vous rendrez compte que seulement 2% de l'humanité possède les moyens de la richesse. La grande majorité de l'humanité, qui n'a pas accès à la capacité de crédit, vit en fait en pauvreté ou dans une situation précaire. Et l'Afrique, hélas, est insérée dans ce monde. Cette insertion pour l'Afrique, c'est d'avoir été enfermée dans une division internationale du travail injuste où son seul rôle, c'est de pourvoir en matières premières, agricoles et minières. Et son processus d'industrialisation étant faible, seules les rares ressources humaines sont encore utilisées. Or, cet ordre mondial n'utilise pas ces ressources humaines, c'est-à-dire ne les utilise que sélectivement pour la croissance du capitalisme national, qui sont de deux catégories, celles qu'on appelle les juniors et les seniors, vont profiter des espaces de souveraineté qui sont en démantèlement pour accaparer les ressources.
bien sûr avec la complicité de nos propres dirigeants. Parfois avec même la guerre. Le cas du Congo est peut-être le cas le plus tragique, puisque aujourd'hui, l'humanité entière peut disposer des éléments de l'électronique, d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, de fibres optiques satellites, mais cela s'est fait principalement sur le pillage du coltan, sur des guerres organisées, sur un État qui a subi, qui continue de subir cette expropriation, cette dépossession. Et le prix que le Congo a payé, c'est plus de 6 millions de morts dans les 10 dernières années pour le confort de nos modes de vie, dans l'indifférence quasi générale. Ce modèle d'une économie que nous appelons de type comprador, c'est-à-dire où les régimes ont été subordonnés aux intérêts de l'ordre extérieur, c'est lui-même épuisé. Et on en voit l'expression dans les pays du Maghreb. Dans les pays du Maghreb, le régime de Ben Ali en Tunisie, celui de Hosni Moubarak, était non seulement soutenu massivement par les capitaux occidentaux, correspondait au modèle qu'on voulait voir naître sur tout le continent, et il va être vomi par ses propres populations, mais surtout abandonné par les mêmes dirigeants qui les ont maintenus. Pourquoi? C'est parce que, justement, à la faveur de ces crises, l'apparition de nouveaux acteurs bilatéraux et multilatéraux, comme la Chine et l'Inde, viennent changer les rapports dans l'accès aux ressources. Et donc les pays du cadre de l'OCDE vont utiliser l'OTAN et les intérêts de pays supplétifs comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, pour soutenir deux phénomènes. Le premier, c'est la déstabilisation, et le deuxième, c'est l'infléchissement des mouvements qu'on a appelés des révoltes, pour ne pas dire des révolutions. C'est que les régimes qui sont installés en Égypte, en Libye, en Tunisie, non seulement sont des régimes dont la vocation est de freiner l'effort révolutionnaire des peuples maghrébins, mais surtout d'être compatibles avec la continuation du néolibéralisme. Et ceci correspond à une carte en dessin qui est en train de se recomposer, non seulement sur toute l'Afrique du Nord, la corne de l'Afrique, mais en s'étendant jusqu'à l'Afghanistan, avec comme objectif de déstabiliser la Chine, la Syrie, l'Iran, au fin de garder la prééminence des puissances du XXe siècle qui sont dépassées par les taux de croissance des pays émergents. Même le plus faible des pays africains a des taux de croissance supérieurs aux pays occidentaux. Ça, il faut le dire et le répéter. Les capitaux que nous renvoyons comme immigrants vers nos pays sont supérieurs à l'aide publique au développement. Le NEPAD, qui est le plan de développement continental que l'Union africaine continue de caresser, n'est pas un plan de développement continental, c'est un plan de partenariat avec les pays du G8. Et ces pays du G8 ont dépensé plusieurs fois la somme du NEPAD en guerre inutile et n'ont toujours pas signifié ni financé le NEPAD. C'est vous dire le degré de cynisme avec lequel les crises et l'instrumentalisation des conflits participent à la gestion du continent. Qui passait par le Rwanda, l'Ouganda et le Congo, et que cette stratégie a été défaite en partie par des pays africains qui ont refusé la partition du Congo. Et c'est justement contre ce phénomène que les puissances occidentales s'agitent, car lorsque l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Angola ont volé à la rescousse du Congo, ça a montré la capacité que les Africains unis pourraient faire pour sauver les intérêts du continent. Voilà pourquoi les puissances veulent faire croire que nous ne pouvons pas nous défendre et que l'Africom et les autres forces sont essentielles. Nous devons questionner l'éthique. Pourquoi, au nom de la puissance, les États-Unis ont le droit de diviser la planète, centre comme par-ci, eux comme par-là, au nom de quoi? Africom. Et on la cache ici. La plupart des Allemands ne savent même pas que ces choses-là existent ici. Il n'y a pas eu de débat sur ça. La plupart des Africains ne le savent pas. Tous nos pays ont été infiltrés par cette force. Et comme je vous dis, vous ne pouvez pas mordre la main qui vous nourrit.
nous avons mis nos pays dans une situation de perfusion au point que personne dans nos élites n'ose s'interposer. Les Américains peuvent très très bien, avec les moyens qu'ils ont, avoir cette base sur leur continent. Les autres puissances doivent faire de même. Lorsque la base d'El Amenas a été attaquée en Algérie, les journalistes le qualificatif vont tuer certains de leurs otages, dont les Japonais. Donc les Japonais ont été justifiés de dire, écoutez, si les Occidentaux et les Africains ne peuvent pas veiller à nos propres ressortissants, mais nous, Japonais, nous devons aussi avoir notre base en Afrique. Et voilà que les Japonais, au moment où nous terminons notre déclaration, ont maintenant aussi un espace de base en Afrique. On peut tergiverser sur c'est quoi une base, mais on laisse la sémantique de côté. Tout espace qui permet l'accès militaire, l'intendance, de l'armement, de la circulation, d'intelligence, peut être considéré comme une base. Et dans ce cas, l'Afrique en est truffée. Il n'y aura pas de développement en Afrique tant qu'une logique de conflit et d'instrumentalisation de conflit existe. Il n'y aura pas de développement si nous ne prenons pas conscience de ces phénomènes. C'est-à-dire que nous comprenons que nous sommes en fait tous et toutes responsables de cette situation. Beaucoup des Africains à qui je parle ici en Allemagne ont peur de s'interposer contre la base pour des raisons d'immigration, des raisons d'emploi, etc. N'ayez pas peur. C'est votre droit le plus fondamental. Sachez qu'il y a des Allemands comme vous qui ne veulent pas de cette base. C'est votre droit d'Africains et d'Africaines de dire que vous ne voulez pas que ce pays serve de porte-avions pour détruire notre continent, pour le recoloniser. C'est un droit absolu. Il faut leur expliquer pacifiquement, intelligemment, que nous sommes contre l'instrumentalisation du conflit. Nous sommes contre cette Afrique sans les Africains qui sont en train de vouloir imposer. Et ça, ce n'est pas des gestes concrets. Par le fait que vous écrivez à vos députés, que vous obligez les Africains qui vous représentent d'introduire ces demandes légitimes dans les plateformes de leur propre existence. Et ainsi, de pays en pays, la clameur ira jusqu'à Addis Abeba. Et à ce moment, à Addis Abeba, ceux qui prétendent nous écouter sauront qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, parce que nous sommes nombreux. Et je vous jure que Nelson Mandela, qui est en train de s'éteindre, à ce moment, pourra être fier, très très fier, de la lutte qu'il a menée, et qu'elle ne s'arrête pas à l'Afrique australe, qu'elle embrassera le monde et que l'Afrique apportera une réponse à cette humanité. Et c'est donc dans ce moment très particulier du XXIe siècle que l'Occident a choisi, par l'entremise de quelques pays européens, notamment la France, de s'acoquiner avec quelques principautés pétromonarchiques, notamment celle du Qatar, pour détruire la base de la Libye. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Kadhafi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Kadhafi, à un moment, est venu jouer contre le jeu des puissances, tout en s'alliant avec eux. Kadhafi va marcher dans la règle sécuritaire, c'est-à-dire en luttant contre le terrorisme avec les puissances occidentales, en renonçant lui-même à ses visées à caractère terroriste, va financer massivement l'Union africaine pour permettre une monnaie africaine, l'accès au système satellitaire et surtout une intégration accélérée du continent, et sera assassiné par ceux-là avec lesquels il s'était allié. Dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi et aux forces qu'il emploie l'avertissement suivant. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié nos offensives meurtrières. Les peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance
dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. Le président Sarkozy, à cette époque, avait non seulement armé une partie des intégristes en Syrie, mais beaucoup plus gravement, une partie de ces armes va être aussi secondée par d'autres armes fournies à des éléments touaregs, fidèles à une stratégie qui date de l'époque de De Gaulle et de Messner, de créer un État de type amazigh dans l'espace entre l'Algérie aujourd'hui et le Mali. Cet échec de cet État avait été, malgré les efforts de Houphouët-Boigny à l'époque et de quelques Africains français de le faire créer, repris dans l'initiative de Sarkozy. C'est grâce à la Mauritanie de Abdelaziz qu'on va introduire et soutenir certains éléments dissidents au Mali. Bien sûr, il faut blâmer les autorités maliennes par certains comportements de gestion prémondiale, mais ils ne sont pas les seuls. Tous les pays sous ajustement structurel vont être conditionnés à fonctionner de la sorte. Donc Djimani Touré a non seulement fonctionné dans les manœuvres militaires avec l'OTAN, mais beaucoup plus gravement, lorsque son pays va être occupé, suivant l'invasion qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il va y avoir un embargo après le coup d'état militaire qui arrive donc en fin de son mandat, et là je passe très vite, mais en période de questions on va en revenir là-dessus, et les armes qu'il avait demandées pour se défendre, pour défendre sa souveraineté, seront bloquées dans l'embargo. Donc en fait, les Maliens n'ont jamais eu la capacité de se défendre contre ceux qui étaient soutenus de l'extérieur et qui avaient des motifs plus ou moins valables de demander la sécession. Tous les pays africains ont, de façon interne, du fait de la nature territoriale de nos pays, des problèmes d'irrédentisme tout à fait inhérents à nos pays, mais qui peuvent être facilement surmontés par une démarche panafricaine. Toujours est-il que le Mali s'est effondré en l'espace de quelques heures. Sa classe politique divisée, sa classe militaire divisée, et la France, qui a une dette vis-à-vis du Mali, parce qu'il ne faut pas oublier que les tirailleurs sénégalais sont principalement maliens, qui ont permis de pacifier en guillemets tout l'espace de l'Afrique jusqu'à Madagascar. Pour la France, qui vont soutenir la France dans les deux efforts de guerre, bien ces Maliens vont évidemment recevoir en héros les Français venir chasser leurs propres cafards, qui vont se disperser dans leurs montagnes et où on essaie de les débusquer. Ceci, en fait, a comme vocation, entre deux administrations, la question est de comprendre la nature des forces de type France-Afrique. Parce qu'il y a la France et il y a la France-Afrique. La France-Afrique, c'est en fait des intérêts militaro-stratégiques, économiques, liés à des firmes multinationales françaises, mais avec des antennes au Quai d'Orsay, à l'Élysée, à Matignon, avec des imbrications de type franc-maçon dans nos leaders politiques, autant en France qu'à Libreville, à Dakar ou à Niamey, et qui donc permettent la continuation réciproque de la France d'outre-mer et la France de l'Hexagone. Et donc, ce sont ces différentes France, celle de Sarkozy et celle de Hollande, qui ont lutté pour la prééminence d'un espace stratégique dans un moment où les pays de l'OTAN essayent de rattraper leur échec bilatéral sur le continent africain face à la Chine, l'Inde et les autres puissances émergentes. Donc, ici, la réaction, c'est nous devons imposer dans le XXIe siècle la prééminence de l'hégémonie des pays du bloc de l'Ouest dans l'espace africain pour que les Africains et toutes les autres puissances sachent que nous sommes d'abord des puissances qui gardons cette sécurité. Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan.
Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits. Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Les tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel d'Ivoire, la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais, je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous... Voilà. Donc, je vais clôturer ce direct parce que j'ai mis pas mal de temps, mais c'était pour montrer et démontrer ce qui se passe. Donc, nous avons vu l'Afrique comme ce que ils aimeraient faire de l'Afrique. L'Afrique comme. Et donc, je vais arrêter ce direct pour suivre des amis qui font le direct sur le Cameroun. Parce qu'ils disent qu'il y a des tirs au calibre 50 dans les zones anglophones du Cameroun. Donc au Cameroun actuellement, il y a des coups de feu. Donc vous voyez, nous sommes dans un problème, et je vous dis, l'Afrique, à cause de ses minéraux, l'homme blanc veut exterminer le peuple noir. Mais on ne va pas se laisser faire. Donc il y a des tirs au Cameroun, il faut que je suive les collègues qui font leur direct. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct du tir africain. Donc, avant de clôturer, je vais lire. Le titre, c'était Michelin. Donc, Michelin, moteur sport, race multinationale, 666, Big Killer in DRC, Congo. Stop to use children slavery in Congo. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct et à bientôt. Bye bye.